Pendant 3 jours, j'étais complètement tétanisée. C'était comme un accès de panique qui a duré 3 jours. Ma mère, c'est une rescapée du Veldiv. Par contre, mon grand-père et mes 2 tantes sont restés là-bas et puis ils ont été gazés ensuite à Auschwitz. Mon père aussi, c'est un exilé. Il a été expulsé d'Égypte à 11 ans. Il était apatride pendant des années. C'est vraiment une histoire d'exilé des 2 côtés. Je savais que la situation juive est précaire. En fait, dans mon ressenti, ça pouvait plus jamais arriver, une histoire pareille. On est au XXIe siècle, il y a l'État d'Israël depuis 75 ans, c'est une réalité, personne ne peut remettre ça en question. Ça m'a explosé dans la figure, c'est vraiment ça. J'avais l'impression de vivre un pogrom en direct. Rachel Lévy, bonjour. Bonjour Cathy. On est là pour parler de votre histoire d'Alia, qui n'a pas été si simple que ça. C'est vrai. Est-ce que vous avez trouvé votre place aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que oui, ouais. La première fois que je suis arrivée en Israël, c'est la première fois aussi que je visitais Israël. Donc j'avais jamais été en vacances, c'est la première fois que je découvrais Israël aussi. Et j'avais 15 ans et j'y suis venue pour habiter. Parce que j'ai fait l'Alia avec mes parents, ouais. Les parents, évidemment, les vôtres, ne sont pas n'importe qui. Ils sont très connus de la communauté juive française et de la communauté nationale aussi, puisque vous êtes la fille de Benny Lévy. Je n'y échappe jamais. On ne peut pas y échapper. Pas... C'était un grand philosophe, ouais. Il a été à la tête de la gauche prolétarienne, voilà. On va dire. Il a fait beaucoup de choses, il a été secrétaire de Jean-Paul Sartre. Il a évité, on va dire, l'insurrection populaire et le fait que cette gauche-là... tourne à la violence. Exactement. Ouais. Et bref, c'est vraiment une personnalité française de premier plan. Venir en Israël pour lui et pour votre famille, ça avait un sens très important. Ça a bouleversé votre façon de vivre. Ouais. Ouais, je peux dire que depuis que je me rappelle de mon père, dans son mouvement de tchouva, il parlait toujours de Jérusalem. Toujours. Comme destination finale à laquelle il voulait arriver, Bastov, finalement. Pour vous, Jérusalem, ça a représenté quoi? Jérusalem, ça a été plusieurs choses. D'abord, petite, j'avais une tendance naturelle à rêver de Jérusalem, à travers ce que j'apprenais à l'école. Plus par les textes, la paracha, les psukim, tout ce qui... Je m'imaginais un monde... Enfin, je m'imaginais le Beth Amikdash, c'était très plus spirituel, on va dire, comme vision, pas concret. J'avais comme ça un peu une vision enfantine. Je me rappelle même que j'étais au CP, on avait eu un concours de dessin organisé autour du thème de Jérusalem. J'avais gagné, je me rappelle, je savais pas tellement bien dessiner, mais j'avais été tellement inspirée pour ce dessin sur Jérusalem que j'avais gagné le concours. Je me rappelle, c'était un concours avec toute l'école. Et je me rappelle encore du dessin, j'avais mis vraiment toute mon imagination dans ce dessin. Et c'est vrai qu'en arrivant à Jérusalem à 15 ans, pour y habiter pour la première fois, je me rappelle de ma déception quand je suis arrivée au Kotel. J'avais tellement entendu parler du Kotel, Beth Amikdash. Puis j'arrive, je vois rien en fait. Je vois un mur de pierre, des touristes, des gens qui hurlent. C'était chaud. Et c'était très dur de faire coïncider ensuite l'imaginaire et puis le réel de ce qui se passait. Surtout qu'à 15 ans, j'avais pas du tout envie de partir en Israël, ça m'intéressait pas du tout de partir à Jérusalem. Et ce que je voulais, c'était rester à Strasbourg avec mes copines, mes amis, à mon école. J'avais vraiment pas envie de partir, quoi. Mon père nous faisait partager son enthousiasme pour Israël, pour Jérusalem. Et il faut dire que c'était contagieux, en même temps, d'un certain côté. Ma mère et lui, c'était complètement en phase et ensemble dans leur projet de vie. Mes petits frères et sœurs, je pense que bon, ils se posaient pas trop de questions, mais c'était encore petit. Moi, par contre, j'étais révoltée, quoi. Je voulais pas partir, je me disputais beaucoup avec eux. En même temps, j'étais révoltée. En même temps, je m'inclinais devant l'enthousiasme de mon père, je dois dire. Il vous racontait quoi? Il essayait de me convaincre sur la spécificité d'habiter en Israël, d'habiter à Jérusalem, l'étude, ce que ça allait nous faire, ce que ça allait me donner. Et je dois dire que des fois, j'avais plus d'arguments en face de lui, parce que c'était un homme de parole, très très convaincant. Et j'avais du mal. Bien que vous avez vécu dans un milieu orthodoxe à Strasbourg, vous vous retrouvez avec d'autres codes, avec des Israéliennes. Et là, c'est pas facile. Du tout. C'est vrai que moi j'ai été élevée dans le milieu orthodoxe à Strasbourg. Bon, c'est pas le même milieu orthodoxe qu'en Israël du tout. Il y a certains codes qui sont les mêmes, certains codes sociaux qui sont les mêmes. Par contre, bon, c'est plus intellectuel, c'est plus culturel. La culture française, ça change quand même. Et par contre, quand je suis arrivée à l'école ici en Israël, dans un Beth Yaakov, j'ai eu du mal, ouais. Vous avez fait plein de choses dans votre vie, vous avez fait surtout beaucoup d'allers-retours, parce que vous étiez comme attiré, c'était attraction-répulsion un peu avec Israël. Exactement, ouais, exactement. C'est une bonne
une bonne définition. C'est en même temps, après j'ai jamais su, j'ai pris du temps à comprendre est-ce que c'était l'enthousiasme débordant de mon père qui découlait sur moi et du coup je me devais, entre guillemets, de lui être fidèle. Parce que j'étais très proche de lui, je l'aimais beaucoup et on avait beaucoup de choses en commun. Et donc, des fois, j'avais l'impression que je me révoltais contre ce qu'il disait juste pour me démarquer de lui, alors que j'étais d'accord souvent avec lui. Donc j'ai mis du temps aussi à faire cette distinction entre ce qui était vraiment à moi, ce qui était de la révolte par mon indépendance par rapport à lui. Donc j'ai mis du temps, jusqu'à que j'arrive à comprendre que j'adorais Israël quand même, malgré tout ce qui m'était arrivé. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. J'ai été à l'école israélienne, donc au Beth Yaakov. Et en parallèle, je continuais mes études par correspondance avec le CNED. J'ai fait mon bac français, parce que je voulais pas, je suis partie après la seconde. Je voulais pas, à 2 entrées, rater la fin de mes études. J'étais aussi à Ofakim, dans une mikhlala aussi orthodoxe, qui est aussi une mikhlala, un genre d'université religieuse orthodoxe pour les filles, où j'ai fait mon diplôme d'enseignement, où j'ai bien appris. Je dois dire que j'ai eu un bon diplôme, enfin, j'ai bien aimé mon expérience professionnelle. Je suis arrivée à la conclusion que le milieu orthodoxe, j'y arrivais pas socialement, c'était pas pour moi. C'était un clash chez vous? C'était pas un clash, non, ça s'est fait sans, non, Dafka, ça s'est fait sans guerre, sans révolte, sans tension, c'était juste pas pour moi. Et je me rappelle même qu'avec mon père, on en parlait beaucoup, même vestimentairement, c'était pas du tout mon truc, m'habiller socialement comme le milieu dans lequel j'étais. Puis il n'y a jamais eu de clash, jamais eu de problème à la maison. Non, c'était pas un sujet. J'ai commencé à travailler dans une école Mamlarti Dati, dans la vieille ville de Jérusalem, en tant que prof. J'ai beaucoup aimé l'endroit où j'étais dans la vieille ville, j'ai adoré mon expérience dans cette école. Ensuite, mon père est décédé brutalement. Ça, c'était un grand choc. Donc il est décédé brutalement, j'étais pas là en plus, donc c'était compliqué. C'était très brutal, j'ai pas assisté à l'enterrement. J'ai été à cette époque-là aux États-Unis. Puis quand je suis arrivée, en fait, il était déjà enterré. Puis j'ai découvert qu'il était mort enterré quand je suis arrivée en Israël. C'était très rapide, très brutal, donc j'ai eu beaucoup de mal. Et du coup, là, à ce moment-là, ça s'est aussi joué sa mort avec le rapport à Israël. Vous aviez envie de partir? J'ai envie de partir. Vous étiez en colère? Il y avait de la colère, ouais, il y avait beaucoup de colère, beaucoup de révolte, beaucoup de tristesse. Et dans ma tête, je trouvais pas ma place en Israël et j'avais besoin de partir d'Israël pour pour trouver ma place. Pour moi, c'était trop douloureux d'être ici. Je suis partie à Nice 1 an, où j'ai enseigné, je suis revenue, je me demandais est-ce que j'allais rester ici. Je suis repartie après ensuite en Guadeloupe pendant 2 ans, où j'ai été directrice et prof dans une école juive dans les Caraïbes pendant 2 ans. Je suis revenue en Israël, j'ai continué un petit peu à tourner ici, je me suis mariée, j'ai habité à Paris pendant 1 an et demi, j'ai divorcé, je suis restée à Paris où j'ai fait mon master d'éducation et le concours des écoles. Donc j'ai enseigné dans les écoles à Paris, à Ganénou, dans le 11e. Après avoir enseigné quelques années, j'étais aussi coordinatrice des contenus judaïsme, hébreu, etc. Pourquoi tu as décidé de revenir? Alors voilà, ça c'est une très bonne question. Pourquoi après tous ces allers-retours, alors que j'étais bien installée à Paris, ça correspondait vraiment à un moment où j'étais bien installée à Paris, je me suis même demandé est-ce qu'à chaque fois que je sentais que je m'installais, j'avais la bougeotte. Est-ce que c'était quelque chose chez moi qui faisait que je voulais m'installer nulle part? Je me suis même posé la question. Alors, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, j'avais comme ça un point de nostalgie envers Israël. Mais je me disais, bon, dans 20 ans, j'aurais fait un peu une carrière, enfin, j'aurais passé une bonne vie à Paris, là je suis bien, je reviendrai dans longtemps en Israël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un voyage organisé par l'OSM pour les directeurs et un peu les dirigeants de communautés juives et tout ça, francophones en Israël. Et donc j'ai participé à ce voyage et j'ai adoré. J'ai vu Israël comme j'avais jamais vu avant, j'ai habité pendant des années en Israël, mais comme quoi on peut rester en Israël pendant très longtemps dans le même milieu sans vraiment en sortir. Alors, je m'étais promenée, mais j'ai eu une expérience différente. Je suis revenue à Paris, je me suis dit, c'est pas possible, je suis bien là, j'ai mon travail, j'ai mon appart, j'ai des amis, je suis bien. Pourquoi j'ai envie de retourner en Israël? Pourquoi j'ai ce sentiment-là de nostalgie, comme en vouloir revenir vers un endroit vers lequel on est attiré. Donc j'ai mis 1 an à me dire qu'en fait c'était moi qui voulais vraiment revenir en Israël, et donc j'ai tout laissé, je suis revenue en Israël. Mais par contre j'ai refait une nouvelle vie, j'ai arrêté l'enseignement. Pendant 1 an j'ai fait de la musique, du chant, etc. jusqu'à que je découvre ce que je veuille faire, et j'ai commencé des études de cinéma. Et donc aujourd'hui, tu fais du cinéma? Et donc aujourd'hui, je fais du cinéma, entre autres. Donc je suis sur un projet de film. J'ai fait un court-métrage, qui a un peu tourné dans les festivals, qui va ouvrir le festival du cinéma israélien à Paris en mars, qui s'appelle Lev Avot Albanot, en hébreu. C'est bizarre.
Après tout ce que j'ai raconté, c'est très bizarre. Tu peux traduire pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu? On parle du Messie qui ramènera le cœur des enfants vers le cœur des pères, en fait, comme une harmonie entre les générations. C'est de ça que ça parle, en fait. Et du coup, j'ai pris l'expression Lev Avot Albanim, le cœur des pères avec le cœur des fils, et j'ai changé en Lev Avot Albanot, cœur des pères et cœur de filles. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appelé mon film. J'avais besoin de faire ça pour faire la paix, pour exprimer aussi tout l'amour que j'avais pour lui et que j'ai encore pour lui, avec toute la problématique qu'il y avait, toute la complexité de cette relation. 7 octobre 2023, ça a été un bouleversement pour tout le pays d'Israël. J'imagine que pour toi aussi. Ouais. Et en plus de tout, ça correspond aux 20 ans de la mort de ton père. Ouais. Pendant 3 jours, j'étais complètement tétanisée. Bon, j'étais... ouais, limite, je pensais que je pouvais pas bouger, quoi. C'était comme un accès de panique qui a duré 3 jours. Ça faisait écho à ton histoire familiale. Voilà, alors après, une fois, au début, c'était tellement fort que j'arrivais même pas à mettre des mots dessus. J'arrivais même pas à comprendre ce qui m'arrivait. Après, bon, quand ça s'est un peu calmé, j'ai compris que voilà, tout mon héritage familial, c'est-à-dire du côté de ma mère, c'est une rescapée du Veldiv. Sa mère était enceinte d'elle alors qu'ils étaient pris au Veldiv, qu'ils étaient depuis 3 jours au Veldiv. Et sa mère a été relâchée un peu miraculeusement parce qu'on a découvert qu'elle était enceinte, donc de ma mère. Et donc ma grand-mère a pu sortir avec 5 enfants du Veldiv. Par contre, mon grand-père et mes 2 tantes sont restés là-bas et puis ils ont été gazés ensuite à Auschwitz. Donc moi j'ai cette histoire-là avec laquelle je suis née, que je porte. Mon père aussi c'est un exilé, il est parti, il a été expulsé d'Égypte à 11 ans, ils ont tourné beaucoup avant d'arriver en Belgique, ensuite en France, il était apatride pendant des années. Donc c'est vraiment une histoire d'exilé des 2 côtés. Nationalisé par Jean-Paul Sartre. Il a été nationalisé grâce à l'intervention de Jean-Paul Sartre. Donc du coup, on vient aussi avec l'histoire de ses parents. Mais c'est pas seulement ça. Ok, c'est des traumas qu'on porte. Je pensais être au fait de ça. C'est-à-dire, je pensais que je connaissais, que je savais ce que c'était. Je savais que la situation juive, c'est une situation qui est précaire. Et ça résonnait aussi avec justement les enseignements de mon père, autour desquels le colloque du mois de novembre était organisé, qui s'appelle la pensée du retour. Comment un juif revient à sa judaïté, pour dire ça rapidement. Depuis que je suis petite, quand mon père est mort, j'avais étudié son livre sur la pensée du retour, son dernier livre. C'est un livre posthume qui s'appelle Être juif. Et dans ce livre, en gros, il dit que la pensée du retour, elle s'exerce toujours après un moment de fin des temps, ou quand un juif il sent que c'est la fin des temps, ou un moment apocalyptique. Et c'est ça qui provoque la pensée du retour. Ça a toujours été comme ça. Depuis la destruction du temple, qui est le premier moment apocalyptique dans l'histoire d'Israël. Donc c'est un sentiment comme ça que l'histoire qui devrait être installée, tranquille, puis qui se poursuit, puis le juif qui prend son assise dans le cours de l'histoire, bah non, c'est toujours interrompu, comme ça, comme des rappels de ta judaïté, de notre judaïté. Bon, c'est des idées que voilà, j'avais entendues depuis petite, que j'avais dans l'oreille tout le temps, et je pensais que je les connaissais, que je les avais intégrées, que je les comprenais, que je les vivais. Et avec le 7 octobre, c'est comme si toutes ces paroles, en fait, que j'ai intégrées depuis petite, c'est comme si tout à coup c'est devenu réel. C'est devenu la réalité, c'est devenu pas des idées et pas des mots, c'est devenu le réel. Et je me suis rendu compte à quel point il y avait un décalage, encore une fois, entre les mots que je pensais qui étaient pour moi réels et c'était pas réel en fait. Pour moi, ok, je savais que ma mère elle avait été rescapée du Veldiv, etc. Et mon père, et je connaissais toutes ces histoires et je savais aussi dans les textes qu'on dit, le Bechol d'Orvador, etc., etc., etc. Mais c'était pas réel pour moi, en fait, dans mon ressenti. Ça pouvait plus jamais arriver une histoire pareille. On est au XXIe siècle, il y a l'État d'Israël depuis 75 ans, c'est une réalité, personne ne peut remettre ça en question. Et tout à coup, je me suis rendu compte que il y avait les idées auxquelles, j'ai toutes ces notions-là que je pensais avoir intégrées, mais pour moi, ça m'est arrivé comme un boom dans la figure, quoi, alors que j'ai été élevée avec ces idées. Ça m'a explosé dans la figure, c'est vraiment ça. J'avais l'impression de vivre un pogrom en direct, quelque chose qui pour moi était de l'ordre du passé. Je me suis rendu compte que je pensais que c'était pas possible, que ça pouvait pas arriver dans le présent. Pour moi, c'était pas possible de nouveau d'être tué parce qu'on est juif, c'était impossible. Jusqu'à maintenant, j'en parle. Et pourtant, il y a eu des attentats en France, il y a eu beaucoup de choses. Mais il y a eu des là c'était ici, c'était en Israël. Voilà, d'abord, j'ai assisté, j'étais pendant la période de l'intifada, j'étais en dans les années 2000, j'étais en Israël. Je me rappelle même une fois, il y a une fille qui s'appelait Rachel Lévy, comme moi, de mon nom, qui a été tuée dans un attentat à Kiryat Yovel, juste à côté de là où j'habitais. Donc je me rappelle du choc. C'est pas que c'était nouveau, les attentats, malheureusement, c'est pas nouveau pour moi, mais là, il y a eu quelque chose de nouveau, oui. C'est vraiment dans la chair, je sais pas comment dire. J'ai vraiment ressenti ça dans la chair. Alors que voilà, au début, il y avait personne de proche
qui a été tué, que je connaissais directement. Après, malheureusement, j'ai eu des proches qui ont été tués, que je connaissais de ça. Mais voilà, j'ai ressenti vraiment comme si j'ai ressenti un tremblement de terre. Voilà, j'ai ressenti. Est-ce que ça a renforcé ton sentiment d'appartenance ici? Ouais, complètement. Alors, il était déjà bien ancré, hein. J'avais déjà décidé que ma maison c'était Israël, j'avais déjà décidé que c'était ici que je voulais vivre, tout en acceptant complètement mon identité française que j'adore et que je chéris. Mais ça m'a complètement renforcée, ouais. Puis ça m'a même fait me questionner sur mon attachement plus à la terre. Tu parlais tout à l'heure du colloque, justement. Ouais. J'y reviens. Dans l'idée tout de suite, ce que j'ai voulu dire pour clôturer ce colloque, c'était évoquer un souvenir. Autour de la table de Shabbat avec mon père, un souvenir lié à l'étude. Parce qu'en fait, si je dois résumer en une phrase l'intensité du lien qui me liait à mon père, c'est beaucoup autour de l'étude. C'est vraiment cette intensité qu'il y avait autour de l'étude des textes que j'avais avec lui, que je partageais avec lui. Vous étudiez ensemble ? On n'étudiait pas de manière régulière ensemble, mais voilà, tous les Shabbats justement, c'était très important pour lui. Des fois, ça nous saoulait, hein. Mais on n'avait pas envie. Il tenait absolument à nous faire partager un point de la Paracha, ou d'un Ramchal, ou d'un Maharal, ou d'un Shem Mishmuel, je me rappelle, qu'il avait étudié. Ouais, des fois vraiment, on allait en douce dans notre chambre pour aller lire un bouquin, et pour échapper à... Parce qu'on n'avait pas envie de trop réfléchir, c'était intense. Donc, mais des fois, voilà, moi j'adorais. Il y avait des moments exceptionnels de partage, c'est voilà une intensité très forte autour des textes, un genre de lumière. Voilà, j'ai parlé de lumière pendant ce colloque-là. Là, on se trouve dans la Bibliothèque nationale, entouré de livres. On a l'impression que tu as bouclé toutes les boucles. Ouais, c'est vrai. C'était improbable que tu te retrouves ici. C'est vrai que moi, j'y aurais pas pensé du tout a priori. C'est vrai que ça arrivait à un moment où je finissais mes études de cinéma. Comme tout le monde le sait, quand on fait des études de cinéma, c'est pas qu'on a un travail au bureau qui nous attend avec un salaire. Donc du coup, je savais pas trop quoi faire, mais je réfléchissais pas trop, je me laissais un peu porter, parce que j'adorais ce que je faisais dans le cinéma, j'ai senti que j'ai trouvé mon domaine. Puis là, tout à coup, quelqu'un m'a dit, tu sais, il cherche à la Bibliothèque nationale, il cherche quelqu'un qui a la double formation, enseignement en France et enseignement en Israël, qui était prof, dans le primaire et dans le secondaire, pour développer des activités qui sont réfléchis à partir des sources qui se trouvent à la Bibliothèque nationale, pour les francophones, en Israël et en France. Donc, bon, moi j'ai envoyé mon CV, j'avais pas encore fini mes études, j'étais encore en train de finir mon film de fin d'études qui me prenait tout mon temps. J'ai envoyé, voilà, j'ai été appelée pour une interview et j'ai été acceptée. Et bon, j'ai un peu réfléchi parce que je savais pas trop, moi, travailler dans une bibliothèque, je me dis, qu'est-ce que je vais faire dans une bibliothèque? C'est, quand on est sur un set, quand on est sur un plateau de tournage de film, c'est tellement génial qu'après, on n'a pas envie d'aller travailler dans une bibliothèque, derrière un bureau, on se dit que c'est... Plan-plan. Que c'est plan-plan. Du coup, j'ai découvert des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. J'ai découvert des collections d'archives, de posters. J'ai découvert tout un monde de patrimoine du peuple juif à travers les siècles. Je savais que ça existait. J'avais déjà été à la bibliothèque pour travailler mes scénarios, dans les salles de lecture, etc. Mais j'avais jamais vu les coulisses, j'avais jamais vu les archives. Et j'ai ressenti, en fait, la première fois où je suis arrivée à la bibliothèque pour mon interview, j'ai ressenti comme une certaine hauteur qui m'a impressionnée. Comme si on sentait le poids de tous ces livres qui sont là depuis des années. Voilà, on a par exemple un manuscrit de Maïmonide. Moi, j'ai grandi avec Maïmonide, mon frère, mon père, qui ont travaillé beaucoup sur le Rambam. Donc tout à coup, voilà, on me dit, viens voir les écrits du Maïmonide, un manuscrit de Maïmonide, donc un pérouche, une explication de la Mishnah, écrit de la main du Rambam au XIIe siècle. Et je vois et on me montre ce manuscrit. Tout à coup, je vois Keter Aram-Sova, une Bible du Xe siècle qui vient de Syrie, de Alep. Alors que moi, je viens de Alep, donc mon père vient de Syrie. Bon, des collections de photos et de cartes postales du Shtetl. Ma mère qui vient de Pologne, ses parents qui venaient du Shtetl en Pologne, près de Cracovie. Donc, j'ai senti comme ça, j'étais très impressionnée. Et puis tout à coup aussi, j'ai appris qu'il allait y avoir une collection Béni Lévy à la Bibliothèque nationale. Tout à coup, j'ai découvert ça en arrivant. Elle n'est pas encore complétée parce qu'elle est en cours de numérisation. En fait, tous ces écrits, tous ces manuscrits, tous ces cahiers, etc., ils vont être numérisés et mis à la disposition du public à la Bibliothèque nationale. Donc c'est comme si tout à coup, j'arrivais dans un endroit, et puis c'est le temple du livre ici un peu. C'est pas que le temple du livre, c'est le temple de la lettre, on va dire. Le temple de la lettre. Il y a un monument ici avec les lettres qui sont reflétées sur le sol par le soleil. Enfin, c'est tout très réfléchi, la lumière, le soleil. Le monde qui a été créé d'après le Sefer Yetzira, le monde qui a été créé avec des lettres. Donc tout est conçu ici autour de cette phrase-là.
C'est une phrase avec laquelle j'ai grandi aussi, voilà, les lettres de lumière. Tu t'es sentie un petit peu à la maison. Je me suis sentie un peu à la maison, exactement. Puis j'ai commencé à voir ce qui était fait ici pour le public israélien, et puis j'ai adoré. J'étais à plein de formations qu'ils font pour les profs. Il y a des ateliers d'écriture, de littérature, d'histoire, de recherche. Et donc en fait, j'adapte ce que moi j'apprends en hébreu, j'adapte pour le public français. Et ensuite, je présente ça en France, dans les écoles françaises. La difficulté à se fixer, pas la seule à l'avoir, beaucoup de personnes, j'imagine, qui nous regardent, ressentent aussi cette difficulté de donner un sens à sa vie, de se sentir bien où on se trouve, et cet amour pour Israël aussi qu'ils partagent, mais parfois c'est compliqué quoi, à réaliser, parce qu'ils sont aussi très attachés à la culture française. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que d'abord, c'est normal de pas trouver sa place tout de suite. Déjà d'accepter le fait qu'une situation elle soit complexe, d'accepter la complexité, d'accepter la difficulté. C'est d'abord, franchement, je pense que c'est vraiment la première phase, parce qu'on a toujours tendance à repousser la difficulté, à se dire c'est pas normal de se sentir pas bien, c'est pas normal d'être pas bien. Il faut être bien. Non, il y a des périodes dans la vie, il faut laisser. On n'est pas bien, c'est normal, ça fait partie d'un changement. Et puis, en général, ces périodes-là, elles sont toujours ensuite annonciatrices de quelque chose qui va changer, qui va être mieux, enfin, en tout cas, de nouveau. J'ai envie de leur dire que finalement, ça vaut le coup d'explorer cette complexité. C'est trouver sa place géographiquement, c'est trouver sa place dans la vie, trouver sa place aussi dans l'action. Qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de donner au monde. Ce que j'ai à donner au monde, au niveau général, je l'ai découvert en Israël en fait, et j'ai l'impression que j'aurais pas pu le trouver autre part. Israël, c'était l'endroit où je pouvais être moi-même jusqu'au bout. Et j'ai voulu fuir, hein. J'ai beaucoup voulu fuir. C'est comme si j'ai voulu fuir cet appel, j'ai voulu fuir cette injonction, la vie a fait que t'es en Israël, donc voilà, débrouille-toi maintenant avec ça. Et j'ai fui beaucoup de fois, j'ai fui ça, puis j'ai été ramenée à chaque fois. Et finalement aujourd'hui, je peux dire que oui, c'était l'endroit qu'il fallait pour moi, c'est l'endroit où il fallait que je sois pour me réaliser, dans toutes mes composantes.